ce colloque pour que ceux qui nous font l'amitié, le plaisir d'y participer, qui sont très inattendus, les observateurs s'en amusent. Je suis absolument réjoui d'en voir enfin les qualificatifs qui me concernent être changés. Me voici trotsko-poujadiste parce que je vous rencontre, Président. Non, moi j'adore la création linguistique, vous voyez. Donc c'est une rencontre d'un type un peu extraordinaire compte tenu de ce qu'on sait traditionnellement de la gauche radicale, du patronat. Tout ça paraît incroyable que tous ces gens se parlent et que pour l'instant ça s'est passé plutôt bien. Pourquoi? Je veux le dire d'abord pour nous. Dans quelle histoire ça s'inscrit pour qu'on n'aille pas se tromper? J'ai lu qu'on faisait campagne pour qu'ils votent pour nous. Non, s'ils veulent, oui, ils sont bienvenus, hein, comme tout le monde, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment nous nous préparons à gouverner. Parce que c'est une des expériences que nous avons tirées, des expériences révolutionnaires de notre pays et de l'étranger. En 1981, nous avons appliqué le programme commun, nous avons nationalisé le tiers des entreprises et toutes les banques, des entreprises industrielles, et personne n'a vu apparaître ni la queue ni une plume de socialisme. Et deuxièmement, les entreprises qu'on a nationalisées, au bout de même pas 6 mois, on nous a dit « Ah ben ces entreprises comme les autres, donc elles obéissent aux lois du marché, blablabla. » Donc il n'était plus question de toucher à quoi que ce soit, ni de planifier quoi que ce soit. Et ensuite, lorsque j'ai fait la tournée de l'Amérique latine dans le moment de la vague rouge ou rose ou ce que vous voulez, qui allait de Lula à Chavez ou à l'Uruguay, enfin bref, tous les pays, j'ai été sidéré de voir que l'immense volonté de transformation qui animait les leaders butait sur une difficulté imprévue, totalement incroyable, c'est qu'il n'y avait personne pour le faire. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours décider tout ce qu'on voulait, il ne se passait rien derrière, ou à peu près rien. Je ne dis pas rien, ce n'est pas vrai, mais rien qui restructure les économies concernées. Avoir vu le Venezuela s'embourber alors qu'il est à la tête des plus grandes réserves pétrolières du monde, donc disposer de moyens de financement considérables, c'était de la stupeur. J'ai vu comment ils construisaient des habitations à bon marché, c'est-à-dire des HLM. Honnêtement, je n'aurais pas habité dedans. Ils ne savaient pas les faire et ceux à qui les demandaient non plus. Alors donc, le résultat était assez désastreux. Donc pour nous, la question concrète se pose une fois que le cadre général qui a été tracé par le programme L'avenir en commun a été fixé. Comment on passe à la réalisation? Avec qui? Ça ne se fera ni sur des claquements de doigts, ni parce qu'on en donnera l'ordre. Pour qu'une commande publique, pour qu'une politique publique qui repose sur la commande publique, mais aussi sur l'initiative privée fonctionne, il faut qu'il y ait toute la chaîne des filières, des réseaux, des savoir-faire, des gens qualifiés. Tout ça, ça ne se bouscule pas, ça ne se mène pas à coups de pied. Ça doit être consenti, organisé, chacun trouvant dans le rapport de force du moment l'espace spécifique qui est le sien. Bien, on en était là. Quand on a fait le programme L'Avenir en commun, la dernière fois, c'est-à-dire en 2022, Clémence Guettet, qui s'occupait de toutes ces questions, avait commencé à transposer une partie du programme L'Avenir en commun en plan par secteur. Mais nous étions loin d'atteindre la performance que nous visions. Et donc, on s'était dit, on a un délai supplémentaire maintenant, par la force des choses, pour apprendre et savoir par quel bout on va attraper tout ça. Sachant que pour nombre d'entre nous, ce n'était pas une question à côté. C'était une question décisive. Nous savons très bien que nous, au pouvoir, et c'est à ça qu'on se prépare, et je veux dire, si on est candidat à une élection pour la gagner, alors on se prépare à assumer le fait qu'on a gagné. Et quand on a gagné, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, les objectifs qui sont donnés, en général, intègrent à la fois des objectifs de qualité, c'est-à-dire être au plus haut niveau technique possible, des objectifs de quantité, il nous faut tant et tant et tant de logements, tant et tant de ceci et de cela, et puis des objectifs écologiques. Je dis et puis, je l'ai mis à la fin pour ne pas le mettre au début, parce que sinon j'aurais écrasé tout le reste. C'est la question centrale. On ne peut pas avoir un modèle de transformation de la société au XXIe siècle qui ne commence pas par se poser cette question. Nous sommes tous co-responsables du désastre qui s'avance vers nous. Et en toute hypothèse, que ça plaise ou pas, de toute façon, nous ferons face au désastre. Et surtout vous, les plus jeunes. Moi, je suis concerné comme tout le monde, mais peut-être un peu moins. Parce que vous aurez à régler ce problème-là. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples au ras du sol, pour qu'on se comprenne bien. Chaque fois que vous avez ce qu'ils appellent un épisode méditerranéen,
C'est-à-dire que l'évaporation accélérée de la mer Méditerranée, qui s'évapore plus vite que les autres mers, provoque d'abord des périodes de sécheresse, puis ensuite des périodes de véritables avalanches de flotte qui tombent en quelques jours. Après, il faut tout reconstruire. Mais si vous reconstruisez dans les mêmes conditions, avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques, c'est bien, on aura des belles choses. Mais au prochain épisode méditerranéen, tout partira dans le ravin comme le reste. Et ainsi de suite. Si nous ne trouvons pas le moyen de continuer à transporter l'électricité lorsqu'il y a un vent qui est à 140 ou à 150 km/h et qu'à la première ligne à haute tension brisée, c'est la moitié du pays qui n'a plus une goutte d'électricité, nous n'irons nulle part. Or ça, c'est ce qu'un pouvoir doit se préparer, un pouvoir politique, démocratique, doit se préparer à faire. S'il ne le fait pas, il est irresponsable. Le pouvoir actuel est irresponsable parce qu'il ne fait rien. Mais il faut aller plus profond dans cette affaire, et c'est mon rôle à cet instant de notre rencontre que de le faire. En réalité, d'une manière ou d'une autre, les intérêts matériels qui sous-tendent une forme d'organisation de la société et de la production, et les intérêts matériels qui sous-tendraient une autre façon de faire, sont contradictoires. Pour terminer en un mot plutôt qu'en 100, nous sommes à l'âge du pétrole, comme il y a eu l'âge de la pierre. Et il faut sortir de l'âge du pétrole. Et il faut entrer dans l'âge des énergies renouvelables. Sérieusement, profondément, jusqu'au bout. En sortir de manière viable. Naturellement, ça ne se fait pas en 24 heures. Mais vous ne pouvez plus poser aucune des questions de la production et des conditions de la production sans poser cette question. Ce à quoi vous assistez en ce moment va combiner cette question et quelques autres, les questions géopolitiques. Monsieur Trump n'est pas un fou. Il a une politique très organisée, très planifiée. Il ne peut pas. Les États-Unis d'Amérique ont mis fin au beau récit de la mythologie néolibérale. La concurrence libre et non faussée n'a jamais existé. Ça a toujours été la concurrence du plus fort qui écrase le plus faible, compte non tenu de ce que pourrait être un intérêt général de la production ou des sociétés concernées. Le modèle néolibéral qui correspondait à une époque s'est effondré parce que les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus l'assumer, primo, et secundo, parce que les États-Unis d'Amérique sont la grande puissance de l'âge du pétrole. Et que l'âge du pétrole ne pouvait même pas accepter le mode de réforme qu'avaient proposé les démocrates auparavant. Parce que ce soit les démocrates ou les républicains, leur objectif économique et politique était exactement le même. Vous verrez à la fin de mon bouquin Faites mieux, à l'époque il n'y avait pas encore Trump, comment j'explique comment le risque de la dédollarisation plus le reste de la compétition entre pétrole et non-pétrole fait que les Américains avaient déjà dit qu'il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Parce qu'on doit dire maintenant, sans avoir peur, la Chine a gagné la partie. La Chine est la première puissance manufacturière. Par conséquent, tous les discours qui contournent cette réalité n'ont aucun sens concret. Nous avons toujours eu pour partenaires des gens qu'on n'aimait pas forcément. Ou, ce n'est pas mon cas pour ce qui concerne la Chine, mais des gens avec qui, ce n'était pas tout à fait la même idée. Un monde vient de s'arrêter avec la décision de M. Trump. Le rétablissement des droits de douane met fin au mythe du marché qui fixe les prix. C'est les droits de douane qui fixent les prix aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'État. Deuxièmement, la décision de Trump met en danger toute la planète, c'est-à-dire que c'est un acte de pure domination. Ils sont en train de couper la route des Chinois partout où ils peuvent. Mais la route des Chinois, c'est la route de tout le monde, parce que c'est celle par laquelle passent les marchandises dont nous avons besoin. Les 3/4 de ce qu'on consomme et qui arrive de l'extérieur passent par le canal de Suez. Pour les autres, c'est par le canal de Panama. Pour les autres, c'est par le détroit d'Ormuz. Toutes ces voies maritimes que les États-Unis d'Amérique sont en train de couper après avoir cherché. Et l'affaire du Groenland, ce n'est rien d'autre que la grande voie maritime par le nord, et c'est la première fois qu'un événement écologique devient un événement géopolitique et devient un événement économique. Tout ce qui arrivera par les voies du nord dégagées coûtera 30% moins cher, parce que c'est 30% de temps de moins, 30% d'énergie de moins, etc. Voilà la réalité géopolitique et la combinaison entre crise écologique, crise sociale, crise économique. C'est à ça que nous sommes confrontés. Donc, progressivement, nous allons nous trouver dans un face-à-face
entre l'âge du pétrole et l'âge des économies renouvelables, et ça reposera sur des pays plutôt que sur d'autres. Voilà comment ça va se passer. L'intérêt des Français, qui ne seront jamais la nation qui peut gagner le bras de fer avec la Chine ou avec les États-Unis d'Amérique, c'est de savoir transformer ceux qui aujourd'hui se présentent ou sont présentés comme des adversaires en partenaires et de négocier. Toi, tu fais ci, ok, je ne sais pas faire aussi bien, je ne sais pas faire autant, alors moi, je fais ça. Toi, tu fais ci, moi, je fais ça. Et puis de tenir essentiellement comme point d'appui, c'est là la discussion. Les PME, PMI, pourquoi? Vous allez voir, ce n'est pas très romantique ma réponse. Parce que vous êtes comme nous, vous ne pouvez pas partir. Voilà, c'est tout. Vous êtes obligé d'être là, vous n'allez pas construire des maisons à Shanghai, hein, et vous n'allez pas faire bistrot à Hong Kong. Eh bien voilà, et nous, on s'en ira pas parce qu'on est là, on est de là et on s'y trouve bien. Par conséquent, nous sommes liés à un destin commun, que ça nous plaise ou pas. Des fois, ça nous plaît, d'autres fois, moins, hein, il faut bien dire comme c'est. Alors, le point où nous en sommes aujourd'hui, nous avons fait ce premier travail, c'était les plans. Ensuite, il y a eu une petite pause. Et puis, nous avons eu la présidence de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale avec Aurélie Trouvé, qui a relancé tout ce processus des contacts, des rencontres, etc. Et d'autres des nôtres qui se sont intéressés de très près à chacun des aspects de la question. Par exemple, Sophia, qui va animer la table ronde qui arrive, elle a fait un rapport sur le commerce extérieur et l'attractivité, sur l'économie sociale et solidaire, sur le devoir de vigilance des grandes entreprises et sur les relations commerciales, je ne citerai que ça parce qu'il y en a une tartine, avec la Chine. Ce qui nous a immédiatement valu les commentaires inspirés de 2 ou 3 journalistes qui se l'ont présenté comme un agent de la Chine. Moi, c'était carrément mieux. La preuve était faite de ma relation perverse avec la Chine, c'est que j'ai rencontré des ministres. Ben oui, j'étais moi-même ministre. Alors donc, j'ai rencontré des ministres et on s'est accordé sur un accord de coopération franco-chinois. J'ai battu hors corps 6 mois seulement. Mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont mis en photo à la une du Point avec une veste chinoise. Et il est marqué la preuve. Alors moi, j'ai dit, bah oui, j'ai rencontré tous ces gens, mais la veste, ça n'avait rien à voir avec la Chine. C'était pour faire l'hologramme, il me fallait une veste très claire. Et on n'y avait pas pensé. Et au dernier moment, tout ce qu'on avait amené était trop sombre. Donc on court les magasins et on tombe sur un Chinois, on lui dit, ah ça c'est très bien, je le mets. Et si vous voyez le film qui a été fait sur moi, vous voyez quel Méditerranéen je suis, parce qu'ils se moquaient de moi, les autres, évidemment. Alors je leur dis, jure ta mère que j'ai pas l'air d'un con. Rien que l'expression, ça me situe géographiquement. Hein. Voilà. Et donc, là, nous sommes repartis dans la préparation du plan, nous gagnants. Alors, que peut-on dire aussi rapidement qu'on le peut? Tous les thèmes qui étaient les nôtres ont été vérifiés par la situation géopolitique. La relocalisation devient une perspective économique qui est discutée dans tous les pays. La planification, jusqu'à des libéraux hirsutes, il y a encore 4 mois de ça, qui sont en train de dire, bon ben finalement, comment on pourrait faire pour rattraper les retards, blinder la production dans tel ou tel secteur, et ce sont des questions tout à fait légitimes et normales. Mais ça les ramène sur notre terrain, et nous sommes prêts à faire tout ça. Alors, pour autant, on ne doit pas simplifier l'affaire en disant, ben, ça tombe très bien, comme on avait pensé à tout, c'est nous qui avons raison. Il y a d'autres défis. Le capitalisme que nous combattons n'est pas le même dans l'histoire, il change, il bouge. Il y a eu ce capitalisme des années qui viennent de se clore. Il reposait sur 2 choses. Les États-Unis d'Amérique fabriquaient des dollars tant qu'ils voulaient, tu n'étais pas obligé de donner une contrepartie matérielle. Donc, les États-Unis d'Amérique avaient la monnaie de réserve, la monnaie d'échange. Chaque fois que quelqu'un puisait 1 litre de pétrole, il était payé et vendu en dollars. Donc, il n'avait pas besoin de donner cette contrepartie. Et deuxièmement, un circuit avait été imaginé à l'échelle du monde. Ce que je vous raconte, c'est 15 août 1971. Et 27 février 1972, Nixon va et signe un accord avec Mao Tse-tung dans lequel il est dit maintenant on va faire du commerce ensemble. C'est-à-dire que les Chinois produisaient à bas prix, les Américains achetaient en masse et fermaient, délocalisaient, les Américains achetaient en masse, avec l'argent que les Chinois avaient, ils achetaient des bons du trésor nord-américain. Et cette histoire tournait comme ça, les États-Unis capables de s'endetter sans arrêt avec des gens qui mettaient la main à la poche. Et on comprend que ça soit comme ça. Et le même problème leur reste posé. Cette année, les Chinois ont fait 1200 milliards d'excédents dans le commerce mondial. 1200 milliards pour l'essentiel en dollars. C'est-à-dire qu'ils se trouvent avec des paquets de billets
à remettre en circulation dans l'investissement et eux, petit à petit, essayent de diminuer cet impact. Aujourd'hui, ce qu'a trouvé le capitalisme, c'est de créer, comme il le fait toujours, des secteurs d'accumulation artificielle. Ça a d'abord été l'explosion des dettes, de l'argent qui circulait. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, les actions et les bons du Trésor qui circulent dans le monde représentent 12 fois la production annuelle de la planète. C'est-à-dire que vous avez une masse immense d'argent qui est là, qui ne représente rien, et qui, au premier coup d'épingle, peut exploser et nous retomber sur la tête à tous. C'est ça le modèle dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, pour retrouver de la dynamique de production, Trump met des frontières douanières, primo. Deuxièmement, des marchés bidons, acheter des armes. Les armes, c'est formidable, parce que vous les jetez sur les gens, il faut en acheter le lendemain. Des bombes, des choses comme ça. Bon. Donc, l'économie d'armement a toujours été, pour les États-Unis d'Amérique, une courroie d'entraînement. M. Reagan, qui était la portrait même du néolibéralisme, a fait les plus gros budgets militaires que les États-Unis aient connus avant qu'il arrive. C'est quelque chose de prodigieux. Donc on est là-dedans. Mais tournons pas autour du pot. Toute l'Europe a de la salive qui lui coule de la bouche. Des armes, encore des armes. C'est pas difficile, vous allez voir l'État. Et puis vous achetez des armes. Même pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Par conséquent, l'économie d'armement est un concurrent pour nous. La facilité, c'est de faire de l'économie d'armement, et vous avez toujours la bande de virilistes de service qui viennent rouler les mécaniques, il faut prendre maintenant des décisions fermes, il faut revenir à la puissance. Avec qui tu veux faire la guerre, bonhomme? J'ai vu M. Attal dire, maintenant il faut revenir à la politique de puissance. Contre qui, s'il vous plaît? Expliquez-nous. Les Allemands veulent faire la plus grande armée conventionnelle d'Europe et ils achètent le matériel pour ça. Pour faire la guerre à qui? Dans quelles conditions? Ils parlent du 19e siècle, là, du 20e siècle. La guerre conventionnelle n'aura pas lieu. Elle ne peut pas avoir lieu, notamment entre puissances nucléaires. Si nous frappons une seule fois en profondeur les Russes, ils nous frapperont le lendemain, et pour nous, Français, c'est one shot et après c'est fini. Il faut que tout le monde le comprenne bien. On n'est pas en train de parler d'un jeu vidéo. On est en train de parler d'un pays qui a une fragilité structurelle. Nous ne voulons pas de la guerre, et donc, il ne faut pas faire vivre notre économie comme une économie de guerre. Par conséquent, il faut trouver la dynamique autrement. Dans quoi? Dans la mutation écologique de l'industrie. Autrement dit, il ne faut pas s'intéresser qu'aux quantités, ni même aux qualités. Il faut s'intéresser au contenu de la production pour qu'elle soit enfin une production conforme aux objectifs de mutation écologique de notre économie. Et on va y arriver. Bon, alors j'ai deux... Là, il faut vraiment que j'accélère. Il faut que vous alliez à la nouvelle géographie humaine. La géographie est en train de changer et va changer d'une manière très rapide. L'affaire du Groenland vous éclaire. La mer monte, ici, là-bas, c'est la glace qui fond, etc., etc. Ensuite, il y a les techniques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Donc, s'adapter à la nouvelle géographie, l'anticiper, je l'ai fait au début de mon discours, fait partie des conditions de la nouvelle économie que nous voulons mettre en place. Mais il faut bien comprendre que, contrairement à ce que nous pensions, nous autres, les Français, dans les années 70, avec M. Giscard d'Estaing, nous disions il faut que la France ait des champions, et puis, barre ajoutée, on n'est pas là pour faire vivre les canards boiteux. Pour ceux qui ont l'âge, ils doivent se souvenir de ces formules. Mais si la formule est fausse, parce que nous ne pouvons pas tourner toute une économie nationale sur le marché mondial, elle a sa part de vérité. On a besoin d'une excellence technique qui entraîne les autres secteurs. Telle est la conception centrale du modèle que nous voulons mettre en place. Le pacte productif que nous proposons aux petites et moyennes entreprises, et pas à leurs patrons pour les faire voter pour nous, mais en préparant le fait que si nous gouvernons, il va falloir retrousser les manches, construire des milliers, des centaines de milliers de logements, en rénover quasiment autant, et ainsi de suite. Mais je vais prendre des exemples pour montrer comment et pourquoi nous pouvons le faire dans l'excellence. La puissance pour nous, Français, c'est une puissance culturelle, scientifique et technique, pas le nombre de canons et de bombes qu'on peut aligner. Nous sommes en état de défendre notre pays s'il le faut. D'abord, nous avons la dissuasion, mais aussi des moyens conventionnels. Mais ce n'est pas ça la puissance pour des Français. C'est de marcher devant la technique de son époque. Nous sommes la première nation spatiale européenne. Eh bien, le centre de Vernon, qui est en train de mettre au point la fusée dont on peut récupérer un étage.
je ne rentre pas dans la discussion de savoir si c'est une bonne idée ou pas, compte tenu de ce que va être le marché bientôt et de l'arrivée des Allemands sur ce marché. Mais en attendant, ils ne peuvent pas faire une seule fusée s'ils n'ont pas des soudeurs de très haut niveau. Où tu trouves les soudeurs si tu ne les as pas formés? Tu comptes faire ça comment? En combien de temps? Parce que ça presse. Si nous avons un bon marché mondial de tir de ces fusées, ce n'est pas nous les Français qui allons remplir l'espace avec nos fusées, eh bien il faudra les produire à la cadence prévue. Regardez comment le Rafale, ils en sortaient moins d'un par mois, maintenant il faut qu'ils en sortent 4 par mois. C'est ça l'économie de guerre, c'est pour vous dire que ce n'est pas simple hein, de dire attendez les gars, on met le pied sur le frein. Bon, ça c'est l'exemple de l'espace. Il vous montre comment une filière se tient. Vous ne pouvez pas faire ces fusées si vous n'avez pas les entreprises de la métallurgie qui déjà produisent les soudeurs et les pièces dont vous avez besoin. Deuxième exemple, la mer, c'est la deuxième frontière. Nous sommes, nous les Français, le deuxième territoire maritime du monde. Nous avons 750 entreprises qui produisent des navires. Faire des navires aujourd'hui, c'est pas faire une coque, ça c'est rien, c'est de la tôle qu'on tord. Ce qui est important, c'est tout ce qu'on met dedans. Quand vous faites un navire comme l'Astrolabe qu'on envoie au pôle Sud, tout ce qui compte, c'est tout ce qu'on a mis dedans. Tout le deuxième œuvre, de la technique, des câbles, etc. Justement, puisque je parle des câbles. Là, je viens de parler de la mer en un mot. Hein. Mais parlons des câbles, c'est-à-dire du numérique. Nous, Français, nous savons faire les câbles. Nous avons les entreprises. Nous avons les bateaux pour poser les câbles. Nous avons l'habitude de manier les câbles. Tout ça, on l'a. Et c'est maintenant quelque chose qui fait partie des techniques de pointe du monde. C'est pourquoi, quand j'aborde la question du numérique, nous ne partons pas comme ça à ne pas savoir quoi faire et à regarder le bout de nos pompes parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne se sent pas. Il faut mettre la barre là où elle est. On doit être les meilleurs dans un certain nombre de secteurs parce que techniquement, on entraîne le reste de la production. Et ça, c'est eux qui le font. C'est comme ça. Alors écoutez, comme il ne peut pas être question de nationaliser les coiffeurs, les restaurants et les maçons, bah, on va discuter, quoi. Voilà. Au demeurant, à quoi ça nous servirait de les nationaliser? Ils n'ont qu'à continuer à prendre tous les risques, ça nous va. Alors, voilà, j'ai dit l'espace, j'ai dit la mer. Imaginez-vous, c'est des dizaines d'entreprises, mais c'est forcément de la petite entreprise. J'ai dit le numérique à l'instant, très rapidement, mais les Français savent faire des supercalculateurs. Celui du CEA, c'est un des meilleurs d'Europe, il est dans les 20 premiers. On sait le faire. Par conséquent, on va le faire. De même pour installer des data centers, mais il faut qu'ils soient français, sinon on est colonisé. Et il faut fiche dehors tout le reste. Hein? Les logiciels américains qui sont au ministère de la Défense, gomme. Et ainsi de suite. C'est une tâche immense de transformation qu'il s'agit de faire, en profondeur, avec une volonté politique, mais éclairée par les buts. Pas simplement être là, avec sa patte de lapin et son fer à cheval, et allumer des petites bougies de temps à autre en espérant que ça s'arrange. Non, il faut y aller. Non, le marché, ça existe, bien évidemment. Personne n'est capable de dire en quoi ça consiste. Parce que ceux qui me disent le marché, je leur dis, vous savez que le troc, c'est une économie de marché, de quoi vous parlez? Vous voulez faire du troc? Évidemment, tout le monde rigole, mais non. Le marché n'est pas la solution et sa main invisible n'a jamais existé. Ce qui compte, c'est que des entreprises soient dirigées en vue de l'objectif. Voilà à quoi sert le plan. Donc, notre stratégie, c'est les filières et le plan. Filière bois, elle est à créer entièrement. La machine qui sert à débiter des bois aujourd'hui, c'est une machine suédoise. Elle prend les troncs de 25 cm. Si vous demandez pourquoi il y a des sapins partout, pourquoi on en a mis partout, y compris dans la plaine, c'est parce que les machines qui traitent un arbre qui est prêt, en 25 ans, à être débité et à être utilisé. Nous devons savoir faire des machines qui permettent de traiter les feuillus. Nous devons savoir faire les machines et nous devons faire autre chose qu'un pays du tiers-monde qui fournit du bois aux autres et qui achète des meubles, parce que telle est la situation aujourd'hui. Alors que non seulement nous sommes une des plus grandes forêts d'Europe, une des plus diverses, mais qu'en plus on a un bout de l'Amazonie avec la Guyane française. Tout ça est absolument absurde. Et personne ne semble avoir l'intention de faire quoi que ce soit. Je vais terminer sur ce plan-là sur un thème, celui de la santé. La France, comme en agriculture, était autonome et souveraine et autosuffisante sur le plan de la santé. Elle ne l'est plus, ni dans l'agriculture. Pour la première fois de notre histoire depuis 70 ans, nous avons été déficitaires. Nous avons importé plus que nous n'avons exporté. De même, dans le médicament, on a laissé partir toute la génération de ceux qui avaient fait des laboratoires, qui avaient aux alentours de 60 ans,
à l'époque où c'était la retraite à 60 ans. Et tout a été vendu morceau par morceau. Il est clair que c'est cette politique du dépeçage qu'il faut arrêter et prendre dans l'autre sens la création de filières publiques du médicament. D'autant qu'en France, le médicament, c'est l'argent public qui le paye, c'est-à-dire l'argent des cotisants à la sécurité sociale. Nous sommes donc 100 fois légitimes pour faire ça et répartir la charge. Vous voyez, mes amis, et puis pour ceux d'entre vous qui sont concernés par le terme, mes camarades, ce n'est pas vrai que l'on va rester les deux pieds dans le même soulier. Et nous développons un modèle particulier. C'est le modèle que je viens de vous présenter. Filière, plan. Et le fric? C'est le moment d'en parler. De l'argent, il y en a plein. Plein. Alors, on a des premiers ministres qui sont des saboteurs, qui ont commencé à dire qu'on était en faillite, ce qui n'est pas très sympa, parce que ça met le pays réellement en difficulté. Hein. Si vous dites à tout le monde que la France est en faillite, le gars qui va vous prêter de l'argent, il vous le prête à plus cher. Et il vous dira, écoutez, monsieur, je sais bien que ce n'est pas vrai, mais j'ai l'occasion de vous prendre une poignée de plumes de plus, et je la prends. Ces gens ont saboté, sont des saboteurs. Bayrou, c'est un irresponsable. Barnier, pareil, et toute cette lignée de types qui sont venus pleurnicher sur la dette publique, qu'ils ont eux-mêmes créée, c'est quand même beaucoup. Hein. Tout ça est irresponsable. Irresponsable. Mais l'argent public, nous en disposons. Il y a à la Caisse des dépôts et consignations 1300 milliards disponibles pour être placés. Et nous avons là un Gugus qui fait la leçon à tout le monde en disant « Moi, je ne suis pas là pour aider les entreprises. » Alors, qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a demandé d'aller acheter des actions de je ne sais plus quoi à la McDonald's c'est pas ça le sujet. On a besoin que de l'argent soit mis et prêté et donné comme un accès beaucoup plus facile de crédit que c'est le cas pour les petites entreprises. Ces thèmes vont venir tout à l'heure. Donc, l'argent ne manque pas et il n'y a pas besoin d'aller détrousser du monde pour en trouver. D'accord? Donc, tout ça, tout ce qui nous est raconté, c'est un tissu d'histoire et de gens qui ont bien sûr un intérêt. C'est que l'argent continue à être rare pour être payé chèrement, etc., etc. Et donc, c'est le contraire de toute cette politique-là qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et non pas, alors là, on vous l'a dit franchement, nous ne croyons pas une seconde que ce soit le niveau des salaires l'obstacle au développement économique. Nous ne le croyons pas. Et je vais vous dire que si c'était vrai, comme ça fait 40 ans qu'on presse de tous les côtés sur ce thème, on aurait dû voir des résultats miraculeux. Mais vous, surtout vous, pour le bâtiment. Non, mais si vous n'avez pas de pouvoir de consommation populaire, personne vient vous acheter de quoi faire un pavillon, de quoi faire un immeuble, etc. C'est aussi simple que ça. 53% du PIB de ce pays, il vient de la croissance populaire, de la croissance de la consommation populaire. Par conséquent, nous ne croyons pas à ça. Mais nous savons qu'il y a des coûts indus qui pèsent sur la production. Le niveau de vos impôts est aussi lié au fait que les grandes entreprises ne payent pas comme vous. Vous payez 24, ils payent 8. Donc, ce n'est pas vrai que vous êtes la classe des patrons. Il y a des patrons, pas de petits patrons, ça n'existe pas, des patrons de petites entreprises et des patrons de grandes entreprises. Des patrons multinationales, on fera avec eux ce qu'il faut faire. Non, mais je veux dire, non, mais attendez, beaucoup d'entre eux sont appelés à être des alliés, parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais avec qui on peut avoir ce dialogue? Avec celui ou celle qui dépend de son pays. Quand vous voyez qu'on se propose d'augmenter les impôts, et l'autre, là, le magasin de mode de la planète, il vient, il dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens qui menacent leur propre pays? Ce ne sont pas des patriotes et ils viennent nous donner des leçons. Bref. Ensuite, il y a l'entreprise locale, c'est-à-dire celle qui dépend pour l'essentiel du marché national, même si elle est elle-même développée. Je veux dire, Piriou, il a 750 personnes sur ses chantiers navals ici en France et il y en a autant à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui dépend beaucoup et pour l'essentiel de la France. Et combien d'autres comme ça? Vous, ça doit être 100%, peut-être vous aussi. Voilà. Alors, ça nous permet de bien maîtriser le fait que vous n'êtes pas les mêmes. Et on vous dit franchement, si vous faites comme les autres, c'est-à-dire comme les paysans, vous serez tondus jusqu'à la moelle. Parce que les paysans étaient 7 millions à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont plus de 400 000. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous sommes devenus déficitaires et nous ne sommes plus souverains pour manger nos carottes, nos choux-fleurs et nos radis. Il y a eu un dérèglement général qui s'est opéré à la faveur
de l'institution d'un marché mondial qui n'était pas le débouché des excédents du national, mais qui devenait l'objet de la production elle-même, et qui a donc complètement changé l'organisation. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je vois une différence entre vous. Non, vous êtes assureur, donc je ne sais pas trop là sur quel terrain je m'en vais. On va lire les petits caractères. Bon, mais le bâtiment, c'est une autre paire de manches. Hein. Eh bien, à la grande entreprise, ils disent la grande entreprise tire la petite. C'est pas faux. On ne peut pas dire c'est tout le temps faux. C'est vrai en partie. Mais ce qu'ils disent pas, c'est la grande entreprise arnaque la petite. Ça, ils ne le rajoutent pas. C'est écrit dans les petits caractères. Pourquoi? D'abord, c'est des mauvais payeurs. Ils payent avec 17 jours de retard. Eux, après, ils passent à la caisse, ils vont voir la banque, taux d'escompte, tant de pourcents. Quand nous, on propose de mettre le taux d'escompte à 0, il y en a plein parmi eux, même qui n'aiment pas les insoumis, ils ont les oreilles comme ça, toutes droites. Ah bon? 0, ben oui, ça change tout. Ce sont donc non pas les coûts salariaux, le prix du travail que nous voulons mettre en négociation, mais tous les coûts qui sont en amont. Par exemple, celui-ci, le taux d'escompte, le loyer de l'entreprise quand elle s'installe, que c'est un coiffeur, que c'est un restaurant, que c'est un bar. C'est tous ces coûts d'amont. Si vous voulez aujourd'hui aller être moderne, vous allez sur une plateforme pour vendre vos produits. 15% il vous prend. Amazon et compagnie. Qu'est-ce qu'il a produit, Amazon? Rien du tout. Comme pour ceux qui ont une carte American Express. Qu'est-ce qu'ils produisent, cela? Il vous faut à manger? Non, mais quand vous payez 4% d'impôts. Ça, ces impôts-là, on n'en parle jamais. Chaque fois que j'entends parler des prélèvements obligatoires, on ne parle pas de ces prélèvements-là. Ça, c'est un impôt privé, ça s'appelle, pour faire banque. Donc, il faut qu'il y ait une plateforme publique. Pour ça, il faut qu'il y ait des data centers publics. Bref, tout se tient. Voilà pourquoi la conquête de la souveraineté économique n'est pas une politique de repli, comme ils nous disent souvent. C'est au contraire une politique de dynamique. Ça entraîne. Et quand ça entraîne et qu'on produit bien, on produit bien, on fait baisser les prix parce que la marchandise est en abondance, on peut en vendre à d'autres, on peut partager. Mais pour ça, il faut d'abord ne pas se tromper sur le diagnostic de départ. Les coûts d'amont, oui, nous voulons les réduire. Et on prendra les mesures parce que l'État est en mesure de le faire. Nous pouvons réquisitionner sur un claquement de doigts tous les locaux vides de ce pays. Il faudrait que, j'espère qu'on m'entende. Parce que, ou bien ça sera fait de bon gré, ou bien il faudra être, plus rustique dans la manière de faire. On ne peut pas continuer comme ça. Si nous continuons comme ça, pour la première fois de notre histoire, j'ai dit nous sommes devenus dépendants pour l'alimentation. Pour la première fois de notre histoire, l'industrie est passée en dessous de 9% du total de ce que nous produisons. Vous comprenez, les amis? On ne peut pas vivre de services. Il faut produire. Il faut changer la production. Et c'est une occasion inespérée de tout changer, puisque tout le monde comprend qu'il y a un problème écologique. Et que si nous ne modifions pas nos manières de faire, les matériaux, les machines, mais où ils vont acheter des machines s'il n'y a pas d'accès au crédit? Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont endettés jusque-là, avec des méthodes de production qui ne nous servent plus à rien? Je pense aux paysans. Allez leur dire de faire de l'agriculture bio. Mais vous disent, mais monsieur, on n'est pas calibré pour ça. Il faut qu'on produise tant et tant et tant et tant et à telle vitesse, parce que sinon on ne peut pas payer la banque. Résultat, 2 suicides par jour de paysans. On en est là. Voilà ce que je voulais vous dire. Le renouveau du déploiement économique, le pacte productif que nous proposons, n'est pas un pacte électoral. Ce n'est pas ça le sujet. C'est un pacte qui concerne produire, comment produire, pour qui produire, de quelle façon produire et quoi produire. Voilà ce que nous voulons faire dans le réalisme politique. Nous devons transformer les adversaires d'hier en partenaires. Il faut finir la guerre d'Ukraine aussi vite que possible et obtenir la réouverture de Nord Stream pour la période intermédiaire. Parce que tout ce qui n'arrive pas par Nord Stream, qui a été saboté par les anglo-saxons, nous le payons cash aux Américains en pétrole et en gaz qui arrivent et qui est du gaz et du pétrole de l'économie fracturée. D'accord? Voilà. Donc, la géopolitique, la politique économique et la politique écologique, c'est un seul et même paquet. Qui veut l'un doit vouloir l'indépendance dans les deux autres. Et pour ça, il faut des gens qui le mettent en place. Alors voilà ce qu'on va commencer à discuter. Le cycle va durer d'aujourd'hui. D'abord, je remercie infiniment tous ceux qui ont pris le risque de venir chez le diable. Vos peines seront raccourcies après, ne vous inquiétez pas. J'espère bien. Merci infiniment, parce que ça montre que c'est possible. Et on ne s'est pas demandé les uns et les autres ce qu'on allait voter. On a discuté sur le terrain concret de la production. Ça, c'est possible. Tout à l'heure, on parlait sur un ton assez amusé, il faut bien le dire,
de l'apprentissage et ces choses-là, discussion concrète, sérieuse, précise, technique, et nous, c'est ça qu'on aime. Le cycle est lancé. Vous connaissez les interlocuteurs. Vous avez eu le contact avec Aurélie, maintenant avec Sophia, avec d'autres des nôtres qui préparent tout ça. On s'est donné 1 an. Pourquoi 1 an? Devinez. Donc, au mois de février l'année prochaine, où il se passera je ne sais quoi, hein, eh bien, on sera en état de présenter le plan du pacte productif. Et cette fois-ci, on aura... Alors, c'est une corvée hein, que je leur colle sur le dos, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrive à ça parce qu'il y a des milliers de gens à convaincre, mais pas seulement pour qu'ils votent pour nous, pour que quand on s'y met, ils s'y mettent. Parce que sinon, on fera comme trop d'autres leaders avant. Bah, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben tiens, ça n'a pas marché. On ne peut pas, ça n'a pas marché. La France est à l'endroit où elle peut rebondir, mais il ne faut pas abuser. Si on continue à charger le bateau avec des bêtises et à avoir des gouvernails qui ne marchent pas, ça ne va pas le faire longtemps. C'est le destin des nations. Aujourd'hui, la Chine revient. Mais la Chine a été détruite par qui? Par nous, les Français, les Anglais. Ils reviennent, ils sont le premier PIB du monde réel en manufacture. Mais c'était déjà le cas au XIXe siècle. Ils ont raté la marche. Ils ont été effacés pendant un siècle. Nous, les Français, on a déjà vécu des épisodes historiques. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut faire la paix avec ceux avec qui on est en guerre et il faut se tourner vers ceux qui sont naturellement nos alliés parce que ce sont nos familles. Le développement de la France, il ne passe pas que par l'Est, il passe par le Sud. Le Maghreb, l'autre rive de la Méditerranée, l'Afrique, ce sont les partenaires. Et vous verrez, mes amis, que les sujets les plus importants que vous avez sur la table, vous allez les retrouver dans d'autres termes bientôt. Parce que quand vous avez un pays qui est en état de dénatalité, quand pour la première fois, il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent, vous ne faites pas tourner une économie d'excellence avec moins de monde, ça n'existe pas. Donc vous allez retrouver, y compris la question de l'immigration, donc d'une autre forme de relation avec le Sud global. Parce que si vous croyez que le Sud global va vous demander la permission d'exister, vous vous trompez. Le développement intellectuel, matériel, intellectuel, scientifique du Sud global, et d'abord de la façade méditerranéenne, est considérable. Il faut se débarrasser l'esprit, une bonne fois pour toutes, de la mentalité néocoloniale, qui fait qu'on considère que tout ça, ce sont des peuplades qui ne seront pas capables de... Si, vous avez déjà 17 pays d'Afrique qui ont une politique spatiale. Vous avez déjà les plus grandes centrales de production photovoltaïque qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc et sans doute demain en Algérie, etc., etc., etc. L'intérêt pour la France, qui a en face d'elle 100 millions de francophones, et tout un continent sur lequel nous avons en commun la langue commune, c'est un atout extraordinaire. Et la jeunesse, bien sûr, de tous ces pays qui peuvent peut-être nous donner un coup de main. Et cette fois-ci, on leur dira bienvenue et après, merci.